Tout d'abord, merci de m'avoir invité à faire une présentation de l'intelligence artificielle. Donc je vais, en reprenant les termes principaux du titre, Big Data, Deep Learning, intelligence artificielle, commencer dans une première partie de mon exposé à rappeler ce que signifient ces mots, en particulier le terme intelligence artificielle, qui est beaucoup employé aujourd'hui. Mais je crois que suite, entre autres, aux stratégies intelligence artificielle qui sont tenues depuis quelques années, et au rapport de Cédric Villani, j'ai vu que même dans notre communauté scientifique, il y avait des acceptions du terme intelligence artificielle qui étaient extrêmement différentes. Et donc je crois qu'il est important de rappeler ce dont il s'agit. Alors pour cela, j'ai pris une photo de la plaque qui se trouve sur un des bâtiments de l'université de Dartmouth aux États-Unis, dans la petite ville de Hanovre du New Hampshire. Et cette plaque commémore une réunion, une école d'été qui s'est tenue en 1956, parrainée par 4 personnalités de l'époque. 2 étaient des jeunes gens, ils avaient 28 ans. Le premier, un logicien, John McCarthy, qui avait fait une thèse de mathématiques et qui avait suivi des cours de John von Neumann et qui s'intéressait beaucoup à ces nouvelles machines. Le deuxième, Marvin Minsky, était un cybernéticien. Il avait passé sa thèse sur l'apprentissage dans les réseaux de neurones. Je vous expliquerai tout à l'heure plus en détail ce dont il s'agissait. Et puis, il y avait 2 autres parrains, Nathanael Rochester, qui était le directeur scientifique de la petite société IBM, mais qui déjà à l'époque était importante. Et puis le dernier, c'est un peu le commandeur pour les spécialistes de théorie de l'information. C'est Claude Shannon, qui a introduit la notion d'entropie de l'information en jetant un pont entre la thermodynamique et la science des communications. Et donc, ces 4 personnes se sont dit, en 1956, on veut créer une nouvelle discipline scientifique. J'insiste parce que l'intelligence artificielle, dans le grand public, c'est souvent une espèce de tour de passe-passe, une espèce de magie par laquelle, tout d'un coup, une entité réfierait l'intelligence, elle s'animerait d'elle-même. Ça n'est pas ça. Dans l'idée des pionniers de l'intelligence artificielle, c'était une science qui étudiait l'intelligence avec ces nouvelles machines qui étaient les ordinateurs. Et pour cela, l'idée, c'était de décomposer l'intelligence en fonctions cognitives élémentaires. Je vais revenir sur ces fonctions cognitives juste après, et en simulant ces fonctions cognitives. Et je crois que la petite phrase qui se trouve ici, au centre, résume très bien ce qu'est l'objectif de l'intelligence artificielle. Donc, discipline scientifique qui se fonde sur la conjecture selon laquelle tous les aspects de l'apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent, en principe, être décrites de façon si précise qu'une machine peut être construite peut être fabriquée pour la simuler. Extrêmement important de se souvenir de cette phrase parce que y a beaucoup trop de malentendus, je crois, sur ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Nous allons revenir sur ces fonctions cognitives, et j'insiste aussi sur le fait que c'est une conjecture. Une conjecture, c'est une proposition qui n'a jamais été falsifiée, mais que l'on n'a pas encore démontré. C'est donc, ça définit un horizon. C'est d'une certaine façon l'équivalent de ce qu'était, vous vous souvenez, Galilée au début de la physique, il dit la nature s'écrit en langage mathématique. Donc bien sûr, ça n'est pas une affirmation, mais ça définit un horizon qui va être celui de la physique. Là, c'est l'horizon de l'intelligence artificielle. Alors deuxième chose, cette discipline d'intelligence artificielle, je prétends. Alors, vous allez me dire, bon, peut-être que c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle, on pourrait dire la même chose de la génomique. Non, je crois que c'est beaucoup plus important pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a changé le monde. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, nous vivons dans une société numérique et tous les gestes de la vie quotidienne s'effectuent par le truchement de flux d'informations. Et l'intelligence artificielle joue un rôle central. Alors, je vais donner quelques exemples. Le premier, je suppose que vous utilisez tous le web, et il faut se souvenir que le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications, des protocoles qui permettent à ces réseaux d'échanger, l'Internet, avec un modèle de mémoire qui a été imaginé en 1965 par Ted Nelson,
et qui a été programmé en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle l'hypertexte. Et vous vous souvenez par exemple que le protocole de communication du web, HTTP, fait référence à l'hypertexte, Hypertext Transfer Protocol. De même, le langage d'écriture des pages web, HTML, fait référence aussi à l'hypertexte. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle est centrale dans le web. On l'oublie, je crois, un peu trop souvent. Et puis ensuite, bien sûr, les robots. Alors les robots, c'est pas que de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a de la mécanique dedans, il y a des capteurs, mais à partir des capteurs, pour interpréter l'information que ces capteurs nous donnent et ensuite pour décider des actions que le robot doit exécuter, c'est de l'intelligence artificielle. Puis les bots, ce sont des robots virtuels, ça n'est que de l'intelligence artificielle. Les véhicules autonomes, ce sont des robots, donc c'est de l'intelligence artificielle. Vous avez des capteurs et puis vous avez ensuite une interprétation de l'information, agrégation de cette information pour distinguer la route, les trottoirs, les panneaux, etc. C'est de l'intelligence artificielle. Ensuite, la biométrie, par exemple, identification d'une personne par ses empreintes digitales ou par reconnaissance faciale, c'est de l'intelligence artificielle. La vision, c'est de l'intelligence artificielle. La reconnaissance de la parole, avec des logiciels par exemple comme Siri ou comme tous ceux que vous avez sur vos téléphones portables, c'est de l'intelligence artificielle. Le traitement et la compréhension du langage naturel, c'est de l'intelligence artificielle. Puis enfin, dernier point, les e-science. Vous savez qu'il y a depuis un certain nombre d'années une révolution épistémologique, d'une certaine façon, silencieuse certes, mais qui est extrêmement importante et qui tient à ce que, aujourd'hui, les données sont engendrées, sont stockées, sont générées automatiquement par à la fois des capteurs et puis différents processus, et qu'ensuite elles vont être interprétées plus ou moins automatiquement, avec des techniques d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle les e-science, et c'est particulièrement vrai, bien sûr, en biologie moléculaire. Vous avez un séquençage, et ensuite des expériences qui se font directement sur les données, ce qui correspond à ce que Antoine Danchin, que vous devez certainement tous connaître, appelait, et certainement continue à appeler, les expérimentations in silico, parce qu'elles ne se déroulent pas en éprouvette, elles ne se déroulent pas dans le vivant, mais elles se déroulent sur des puces d'ordinateur. Donc, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, pour donner une idée de l'ampleur de l'intelligence artificielle, j'ai repris un certain nombre de grandes classes de fonctions cognitives et j'ai essayé de montrer que, c'est ce qu'on va voir ici, que chacune de ces fonctions cognitives fait l'objet de modélisation et de simulation avec des techniques d'intelligence artificielle. Alors, les 4 premières classes, ça correspond à ce qu'on appelle un agent, c'est-à-dire une espèce d'entité qui va pouvoir se mouvoir, un peu ce que Aristote appelait dans son traité de l'âme, de anima, c'est pas l'âme au sens spirituel, mais c'est l'âme au sens d'une entité qui s'anime, donc c'est cette notion-là. Alors, première chose, donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des capteurs, ou chez l'homme des yeux et des oreilles, et à partir de ça, des informations qu'il va falloir interpréter. Ce sont toutes les fonctions réceptives, ce que les psychologues appellent la perception. Tout cela fait l'objet de travaux en intelligence artificielle, que ce soit, je l'ai mentionné tout à l'heure, la reconnaissance d'images, la reconnaissance de la parole, la reconnaissance d'intentions sur des vidéos, etc. Premier point. Deuxième point, une fois que l'information est agrégée, qu'elle est interprétée, il va falloir la stocker. C'est ce qu'on appelle la représentation, c'est-à-dire qu'il faut rendre présent une chose en son absence. C'est tout ce qui a trait à la modélisation de la mémoire et ensuite à l'exploitation des données en mémoire, c'est la mémoire et l'apprentissage. Donc deuxième grand pan de l'intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle la représentation des connaissances, par exemple, et puis on va le voir tout à l'heure, l'apprentissage. Troisième aspect, c'est simuler le raisonnement ou la pensée, qui sont traditionnellement vus comme des calculs sur les représentations. Et là encore, bien sûr, ça fait l'objet de beaucoup de travaux en intelligence artificielle, et ça continue à faire l'objet de beaucoup de travaux en intelligence artificielle. Et puis, cinquième point, une fois que, par exemple, une voiture autonome a pris une décision, il faut la mettre en œuvre, ou une fois qu'un robot a pris une décision, la mettre en œuvre, ce sont les capacités exécutives. Alors, vous voyez, ces 4 premières fonctions correspondent à un agent isolé. Et puis ensuite, vous avez des agents qui communiquent entre eux, et éventuellement,
les agents artificiels qui vont communiquer avec les agents humains, et ce sont toutes les fonctions expressives, les fonctions communicatives, avec entre autres le traitement de la langue naturelle, la synthèse de la langue naturelle. Tout cela encore fait partie de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi j'ai essayé de présenter cela? Parce que aujourd'hui, souvent, on résume l'intelligence artificielle à une seule de ces dimensions, alors qui est certes importante, nous allons le voir tout à l'heure, mais qui n'expuise pas l'ensemble des recherches, des travaux, des potentialités de l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est extrêmement important d'avoir cela en tête pour comprendre ce à quoi correspond cette discipline et aussi quelles sont les utilisations potentielles qui peuvent en être faites, entre autres, dans le domaine médical, mais bien sûr aussi dans le domaine de la recherche plus fondamentale. Alors, je crois que maintenant, je vais essayer de décrire la deuxième notion qui nous semblait importante, c'est la notion de big data. Alors en français, il y a un terme, c'est masse de données. Normalement, on peut l'exprimer tout à fait en français. Alors, pour essayer de donner une idée de ce que sont les big data, je voudrais d'abord essayer de réfléchir à ce qu'est la quantité d'informations. Et pour ça, j'ai pris un petit exemple. Bon, il se trouve que, à titre personnel, j'ai travaillé il y a très longtemps, au début des années 90, sur des questions de bioinformatique. Et puis ensuite, les financements ont décroché. Et puis ensuite, je suis donc revenu à mes travaux plus fondamentaux. Et ça m'a conduit, entre autres, bien des années plus tard, à travailler sur les humanités numériques. J'ai donc des contacts assez étroits avec des littéraires. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on utilise des algorithmes qui, au début, ont été développés pour travailler sur des séquences qui étaient des séquences de molécules biologiques. Maintenant, on le fait sur des textes. Mais bien sûr, quand je dois parler à mes collègues littéraires de données, je leur prends une image qu'ils connaissent bien, c'est celle de la TGB, la très grande bibliothèque. Et justement, on va voir quelles sont les données à peu près. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Ce sont des observations, des faits connus. Alors, sur la quantité d'informations, un livre, on peut dire que au maximum, je veux dire au maximum, il y a des livres plus gros que ça, mais on va dire 1 million de caractères. Et quand on écrit des livres, on sait que c'est déjà beaucoup. Vous voyez, quand on fait un livre de 300 000, 400 000 caractères, c'est beaucoup. Donc on peut dire que c'est une limite, non pas supérieure, mais en tout cas une bonne limite des livres. Et à partir de ça, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le catalogue des livres et imprimés de la Bibliothèque nationale de France contient 14 millions de volumes. Et donc maintenant, si on fait la multiplication, 14 millions d'ouvrages fois 1 million de caractères, ça fait 14 000 milliards de caractères. Alors un caractère, ça se code en 1 octet, et c'est ce qu'on appelle un téraoctet. Donc c'est 14 téraoctets. Et aujourd'hui, vous savez qu'un disque dur, ça fait 1-2 téraoctets. Donc vous voyez, vous pourriez avoir la Bibliothèque nationale de France à côté de votre ordinateur avec 4-5 disques durs, ce qui serait tout à fait commun. Ça ne veut pas dire, si vous l'avez à côté de votre ordinateur, que vous l'aurez dans votre tête. C'est une autre question dont je ne parlerai pas ici. Alors, pour bien comprendre les questions qui se posent aujourd'hui, c'est que Twitter, vous connaissez tous Twitter, vous savez que les grands hommes politiques aujourd'hui ont l'habitude d'utiliser ce média. Et bien par jour, Twitter produit 7 téraoctets. C'est-à-dire ça fait une demi-bibliothèque nationale de France. C'est peut-être un tout petit peu moins dense, mais ça peut avoir des effets politiques importants. Et puis ensuite, à partir de ça, donc, le volume du web. Le volume du web, en 2015, on l'estimait à 7 zétaoctets. Un zétaoctet, c'est 10 puissance 21 octets, ça fait 1 demi-milliard de BNF. Donc ça, c'est un peu une idée de la quantité d'informations. À partir de ça, on va se demander, qu'est-ce que c'est que les big data? Donc les big data, c'est quoi? C'est 3 caractéristiques. Le premier, c'est la taille. Donc la taille, on a dit, on considère qu'on a du big data lorsqu'on a quelque chose de l'ordre du téraoctet, c'est-à-dire 1/10 de Bibliothèque nationale de France. J'ai appelé TGB ici. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le fait qu'on va avoir des informations de différentes natures, c'est ce qu'on appelle la variété.
par exemple des textes, des images, des sons, etc. Et d'autre part, ce qu'on appelle la vélocité, c'est pour donner un acronyme, ce qu'on appelle les 3 V, c'est-à-dire des informations qui sont évolutives dans le temps. Mais ça, c'est seulement le premier point, la première caractéristique des big data. Il y a aussi 2 autres caractéristiques qui, je crois, sont essentielles, et vous allez essayer de le comprendre tout de suite. La deuxième, c'est le fait que ces informations sont acquises de façon continue. C'est pas fixé. Ça se génère de façon systématique. Entre autres, ce qu'on appelle le crowdsourcing, par exemple, c'est-à-dire l'acquisition à partir crowd, c'est un néologisme formé à partir de outsourcing, qui est l'externalisation. Et là, on externalise avec la foule, le grand nombre. Et ça peut d'ailleurs, par exemple, correspondre, on va le revoir tout à l'heure, à une acquisition par toute la population pour contribuer à l'effort scientifique. Ça peut être aussi, par exemple, une médecine qui va utiliser les patients comme capteurs, par exemple. Et puis, les requêtes de moteurs de recherche, etc. C'est important parce que la naissance du big data, ça tient aux grands acteurs de l'Internet qui avaient besoin de rentabiliser leur site, mais c'était des logiques de gratuité. Vous vous souvenez que une requête Google n'est pas payante. Mais pour que ça soit rentabilisé, ils se sont dit on va faire de la publicité. Et la publicité, c'est pas très rentable parce qu'il y a peu de retours. Et pour que ce soit très rentable, il fallait cibler la publicité et donc utiliser, exploiter toutes les données. Et puis dernier point qui est vraiment essentiel du point de vue conceptuel, c'est le fait que le big data, c'est l'idée qu'on traite toutes les données en masse, qu'il n'y a pas d'échantillonnage. Je crois que ce matin, quelqu'un a mentionné le fait qu'on pouvait détecter avec des big data, en analysant les requêtes sur un moteur de recherche, le début d'une épidémie. Bien sûr, pour faire ça, il ne faut pas échantillonner, parce que ça vous dit, l'épidémie, elle va être à tel endroit. Et ça vous donne un peu une idée du type de technique. Jusque-là, on était capable de faire un sondage. On avait un modèle et puis on réduisait les informations. Là, non, on prend toutes les informations. Je crois que c'est essentiel d'avoir ça en tête pour comprendre ce qu'est la nature du big data. Alors maintenant, je voudrais revenir sur cette notion de big data. D'abord, première chose, vous voyez, les grands acteurs de l'Internet, ils veulent traiter les informations sur le web. Et j'ai pris un petit exemple. Ils pensent, il y a à peu près 20 000 milliards de requêtes par jour. C'est le type de quantité d'informations, la nature, c'est quand même impressionnant, vous voyez. Oui, ils veulent s'intéresser à indexer, à savoir quelles sont les photos que les gens, et il y a à peu près 2 milliards de photos échangées par jour. Et donc ça vous donne une idée des tailles impressionnantes de données que les industriels veulent être capables de traiter. Maintenant, on va se demander, qu'est-ce que c'est que le génome ? On prend un génome, c'est gros un génome. Moi, je me souviens quand j'avais commencé dans les années 90 à travailler sur le génome, ça me semblait énorme, parce qu'à l'époque, on le séquençait pas, mais on se disait on pourrait le séquencer. 3,4 milliards de paires de bases. J'espère que je ne me trompe pas. Non, ça doit être à peu près ça. Et si vous le rapportez au nombre de bibliothèques nationales de France, ça vous fait 0,0024 BNF. C'est tout petit. Vous voyez, c'est pas des très grosses données. Ça paraît... Alors, moi, je travaille en humanité numérique, et la Bibliothèque nationale de France nous a donné 130 000 ouvrages numérisés. On est content. C'est beaucoup moins que les 14 millions. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura bientôt les 14 millions. Mais... même ça fait 0,009, même pas 1% de BNF. Vous voyez, donc c'est petit encore. Nous, on pense que c'est d'assez grosses données, mais c'est pas de ces données, bien sûr, dont traitent les grands acteurs de l'Internet. Tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des potentialités de traitement de données importantes. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on a 10 000 génomes ? Alors là, ça commence à devenir sérieux, 2,4 BNF. Alors bon, là, c'est des choses qu'on doit pouvoir traiter. Donc tout ça, je crois, c'est important pour vous donner une idée des ordres de grandeur de ce qu'on peut faire. Alors maintenant, troisième concept, celui de deep learning. Alors en français, là aussi, apprentissage profond. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais je crois qu'il est important de rappeler ce dont il s'agit. Alors tout naît il y a très très longtemps, en 1943, avec une modélisation qui est faite par 2 personnes, un neurobiologiste, Warren McCulloch, et un mathématicien, Walter Pitts, qui, entre parenthèses d'ailleurs, était une espèce de génie. Il avait à peine 20 ans à l'époque. Et donc, vous vous souvenez que
la structure du cerveau est découverte à la fin du 19e. Le prix Nobel de physiologie est donné à Ramon y Cajal et à deux personnes donc, qui sont à l'origine de la découverte de la structure du cerveau en 1906. Donc c'est quelque chose de relativement nouveau en 1943. Et leur idée, c'était de représenter ce qui se passait dans le cerveau avec des petits relais téléphoniques. 1943, c'est le premier ordinateur électronique qui est construit en 1946. Donc il n'y avait même pas d'ordinateur électronique. Et donc il le simulait avec des composants, ce sont des automates, et il simulait ça comme ça. Et l'idée c'était que vous avez des connexions entre les neurones, qui sont l'image de connexions synaptiques, qui en fait sont des connexions avec des poids de transmission, et puis des automates. Et la chose importante du papier de McCulloch et Pitts en 1943, c'est qu'il dit si on a un automate, des réseaux à 3 couches, avec des relations entre la première et la deuxième et la troisième, on peut réaliser n'importe quelle fonction booléenne. C'est un résultat majeur. C'est tout à fait extraordinaire. Mais bien sûr, la question c'est, si on a une fonction, comment fabriquer le réseau qui va permettre de la réaliser? Alors là, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on ne sait pas comment le faire à la main. Et donc l'idée très tôt, c'est de se dire, on va essayer d'utiliser une machine qui va automatiquement construire ces poids de connexion. Et on va donner des exemples avec une description de l'exemple et puis la cible. Et on va essayer d'automatiquement ajuster ces poids. Alors, les gens ont commencé à travailler assez tôt sur le sujet. Marvin Minsky, dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque c'est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, a fait sa thèse sur le sujet. Autant dire qu'il s'est cassé les dents. Jusqu'à ce qu'en 1900, donc ça c'est la première étape, jusqu'en 1958, un ami de Minsky, qui s'appelle Rosenblatt, arrive à trouver une technique d'apprentissage, c'est-à-dire de détermination des poids de connexion, à partir d'exemples, sur un réseau à 2 couches. Et il a pas mal de succès. Et là, Marvin Minsky, quand même, est un peu blessé parce qu'il est coiffé au poteau. Puis, il s'intéresse à la question. Et il écrit un livre. Il va mettre longtemps à l'écrire. D'ailleurs, c'est un livre très, très intéressant et très conséquent qui s'appelle Perceptron au pluriel, où il démontre que le perceptron à une couche, tel que le décrit Rosenblatt, est insuffisant. C'est-à-dire qu'il ne permet de programmer que des fonctions très très simples dont il dit qu'elles sont linéairement séparables. Mais peu importe l'aspect technique, mais en tout cas on ne peut pas l'utiliser pour des fonctions complexes. Donc il faut absolument apprendre sur 3 couches. Alors sur 3 couches, c'est une opération qui est beaucoup trop compliquée, c'est ce qu'on appelle une complexité algorithmique beaucoup trop grande pour qu'on soit capable de la mettre en œuvre. Et il faut attendre 1986 pour que des gens arrivent à généraliser le perceptron à une couche avec un perceptron à 3 couches. Ils généralisent l'algorithme de Rosenblatt. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation de gradient. Et puis, cet algorithme marche assez bien, mais il est assez lent. Les machines sont assez poussives, et donc les gens se disent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour rendre ça plus efficace. Et il y a beaucoup de travaux sur les théories de l'apprentissage qui permettent de trouver de nouveaux algorithmes qui sont beaucoup plus efficaces et qui donnent d'assez bons résultats. Ce qui fait qu'on ne fait plus de réseaux de neurones formels, où presque plus personne ne fait de réseaux de neurones formels à partir, disons, du milieu des années 90. À partir de 95, on utilise d'autres techniques d'apprentissage, en particulier ce qu'on appelle les SVM, Support Vector Machine, ou les machines à noyaux, etc. Et puis, il se trouve que parmi toutes ces personnes, il y a un Breton. Vous savez qu'en France, je dis ça pour nos amis étrangers, les Bretons ont la réputation d'avoir la tête dure et d'être un peu têtus. Et il s'est acharné, et bien sûr il a bien fait de s'acharner, et il a dit on ne va pas apprendre sur 2 couches, puisqu'on voit que c'est insuffisant, pas sur 3 couches, mais on va apprendre sur 15 couches, 20 couches. Et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Donc profond, ça veut dire qu'il y a beaucoup de couches. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Au début, ces articles sont refusés. Et puis ensuite, il y a des tests, des benchmarks avec d'autres techniques. Et on se rend compte tout d'un coup qu'avec ces réseaux à n couches, il obtient sur des épreuves de reconnaissance d'image des résultats qui sont bien meilleurs que les autres. Mais quand on dit bien meilleurs, c'est qu'on passe de 20% de taux d'erreur à 10% de taux d'erreur. Et là, en 2 ans, tout bascule.
Et toute la communauté scientifique se met à utiliser ces techniques. C'est la renaissance de l'intelligence artificielle. Alors, donner un exemple de traitement, vous avez de la reconnaissance faciale, on vous donne par exemple 200 millions d'images, comme sur le système Fastnet, avec plusieurs images par personne, et on obtient une reconnaissance à 99,63% de réponses correctes. Ce qui est bluffant, bon, moi, bien sûr que c'est meilleur que ce que nous faisons. Moi, j'ai beaucoup moins de 8 millions d'étudiants, mais je vous assure que je ne les reconnais pas tous. Alors, non, application à la médecine, puisque l'objet, c'est de regarder comment ces techniques d'intelligence artificielle et de traitement de masse de données vont aller au chevet de la médecine, et donc du patient, par transitivité, d'une certaine façon. Un exemple, c'est un article publié il y a un peu plus d'un an, un an et demi, dans la revue Nature, vous voyez, on a fait de l'apprentissage à partir de photographies de grains de beauté prises avec un téléphone portable, et chaque fois, il y avait un diagnostic donné par un médecin. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, parce qu'il y a toujours l'étiquette. Et à partir de ça, on a fait apprendre, et on obtient un système de classification des photos qui obtient des résultats qui ont été comparés à ceux que donnaient 21 dermatologues, et on obtient des choses qui sont meilleures, de meilleure qualité. Donc vous voyez, c'est impressionnant. Bien sûr, le système apprend, vous voyez, sur 130 000 images de grains de beauté, ce qui est assez conséquent, qui est certainement plus que ce que la plupart des dermatologues voient tout au long de leur carrière. Alors, autre exemple, parce que bien sûr on pourrait généraliser, mais là par exemple, vous voyez, en néphrologie, il y a des gens qui prennent des coupes et des biopsies qu'on colore, et à partir de ça, on va faire des diagnostics, et on fait de l'apprentissage, par exemple, vous voyez, sur 1,28 million de biopsies, donc ce sont des choses vraiment tout à fait considérables, et on obtient bien sûr, là encore, des résultats qui sont extrêmement importants dans ce domaine-là. Alors, je voudrais maintenant, dans cette partie très rapidement, essayer de faire très rapidement un inventaire de ce que sont les applications de l'intelligence artificielle au domaine de la santé. Parce que ça ne se limite pas simplement à la reconnaissance d'images, ça ne se limite pas simplement à l'apprentissage machine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ça couvre beaucoup d'autres choses, et je crois qu'il y a beaucoup d'autres bénéfices à tirer des techniques d'intelligence artificielle. La première chose, les systèmes d'information et de recherche d'information, bien sûr, ils existent de plus en plus, que ce soit les systèmes d'information dans les organisations, par exemple dans les hôpitaux, les dossiers de patients, la question de la littérature, qui est de plus en plus complexe. Comment accéder à la littérature? Vous savez que le système Watson d'IBM ici, qui a été conçu au départ pour jouer à un jeu télévisé, et qui a emporté, l'a emporté sur des hommes à ce jeu télévisé, a été utilisé et est utilisé dans le secteur médical pour faire de l'accès à la littérature. Ça peut rendre, je crois, des services tout à fait considérables. Et là, effectivement, le terme être au chevet du médecin est bien employé, puisque nous sommes tous, dans toutes les disciplines, mais en particulier dans le domaine médical, perdus devant l'immensité des connaissances qui sont produites, et ça permet, bien sûr, de cibler les articles qui ont paru sur un donné. L'accès à la législation aussi, qui est de plus en plus complexe. Le problème des banques de données, donc, j'ai parlé des dossiers de patients, mais pas uniquement, et dans le domaine de la génomique, bien sûr, vous savez tous ce que sont les banques de données, donc je n'insisterai pas là-dessus. L'extraction des connaissances à partir de ces données, c'est pas simplement l'extraction au sens où je voulais présenter tout à l'heure, c'est-à-dire l'apprentissage supervisé, mais par exemple, vous voyez, sur les séquences de protéines ou sur les séquences, sur les génomes, on peut extraire des régularités, on peut extraire des motifs récurrents, tout ça, donc ce sont d'autres techniques d'intelligence artificielle qui sont utilisées. Et puis, ce qu'on appelle le diagnostic, avec les anciens systèmes experts, puis les systèmes experts dans lesquels on apprend la connaissance avec des techniques d'apprentissage, ou avec de l'analyse d'images, tout ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Alors je vais en profiter pour vous citer un travail que je fais depuis quelques années avec des spécialistes du sommeil. Donc vous savez par exemple que le syndrome d'apnée du sommeil est une maladie qui touche énormément de gens dans la population aujourd'hui. On dit à peu près 4% de la population. L'augmentation de la charge pondérale fait que ça a tendance à augmenter. Et il y a un examen pour essayer de détecter les syndromes d'apnée du sommeil et surtout de diagnostiquer correctement l'origine de ces syndromes d'apnée du sommeil. C'est ce qu'on appelle la polysomnographie. Alors ça veut dire qu'on transfère
transforme d'une certaine façon un patient en cyborg. On lui met des électrodes un peu partout, à la fois sur le scalp, enfin un EEG, des canules dans le nez pour savoir comment il respire, des capteurs sur le doigt pour savoir quel est le taux de saturation, de désaturation du sang, des capteurs sur les jambes. Enfin, c'est absolument terrifiant. Et quand ils arrivent à dormir, et on espère qu'ils arrivent à dormir, on enregistre tout ça, donc ça fait énormément de voix. Et ensuite, bien sûr, il faut analyser. Le problème, c'est qu'il faut au moins 3 médecins. Il faut un neurologue, il faut un pneumologue, puisque c'est une maladie respiratoire, et puis il faut un ORL, parce que très souvent, c'est lié à des questions de forme du palais. Et bien sûr, c'est extrêmement coûteux, extrêmement long. Et donc, pour essayer de traiter ça, donc on travaille donc avec des spécialistes de la Pitié-Salpêtrière, pour essayer d'analyser automatiquement les différents canaux, d'extraire des motifs automatiquement avec des techniques de traitement du signal, et ensuite de faire de la fusion d'informations avec des connaissances qui permettent justement par exemple, si on voit qu'il y a une désaturation sanguine qui suit un arrêt respiratoire, on peut dire ça correspond effectivement à une apnée du sommeil, bien sûr faire ça automatiquement. Donc voilà un peu un type d'application possible. Alors toujours les applications, la robotique chirurgicale, qui est un peu paradoxale parce que il n'y a pas de robot dedans, c'est de la téléopération. Enfin un robot étant supposé être un automate qui est capable d'agir sans personne, tandis que là c'est sous le contrôle du chirurgien, vous voyez, qui est ici en vert, devant le poste de travail, qui a une vue sur le champ opératoire. Donc c'est pas vraiment, il y a très peu d'automatisation à l'intérieur de ce type de dispositif, mais ça joue un grand rôle. Et puis, bien sûr, si tout ce qui est surveillance des patients, que ce soit à l'hôpital, dans la rue avec le bracelet connecté, la robotique de compagnie, les objets connectés aussi, bien sûr, génèrent énormément d'informations qui ensuite vont pouvoir être exploitées avec des techniques d'intelligence artificielle. Et donc voilà un peu l'importance. Ah oui, et puis je voulais parler aussi de quelque chose important, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing. C'est le fait, je l'ai évoqué tout à l'heure, que le patient peut être aussi un contributeur, alors soit passif, parce qu'on lui met des capteurs, et il envoie des informations qui vont être recueillies en continu, soit actif, parce qu'il va pouvoir donner des éléments d'information conscients sur la façon dont il perçoit, bien sûr, son traitement. Alors, question, bien sûr, dans les 5 dernières minutes, jusqu'où ? Quelles sont les limites de l'intelligence artificielle ? Alors, vous savez que en Californie, il y a une société qui s'appelle Calico, California Life Company, qui a été montée par la femme, je crois, la première femme de l'un des dirigeants de Google, et ils expliquent que avec l'intelligence artificielle, on va être capable de détecter les gènes responsables du vieillissement. Alors, bien sûr, jusqu'à quel point c'est possible ? Est-ce qu'on va pouvoir soigner le vieillissement, ou éventuellement, comme le disait un médecin français qui écrit des livres grand public, faire mourir la mort, d'une certaine façon. Donc, question bien sûr ouverte. Peut-être que c'est un tout petit peu excessif. Voilà, c'est je crois, ce qui est important de montrer, c'est qu'il y a des espoirs excessifs. Alors, je voudrais terminer en citant quelqu'un que certainement beaucoup d'entre vous reconnaîtront, que j'ai eu la chance de rencontrer, quelqu'un d'extraordinaire. Vous vous souvenez, c'était le médecin Jean Bernard. Il a été à la fois membre, c'est lui qui a restructuré la médecine française après la Seconde Guerre mondiale. Il a été membre, bien sûr, de l'Académie de médecine, mais surtout de l'Académie française. C'était aussi un conteur extraordinaire. Et il m'avait invité, j'étais tout jeune, j'avais écrit un petit livre sur l'intelligence artificielle, et il m'avait dit, voilà, la raison pour laquelle je voudrais discuter avec vous, c'est parce que je crois qu'avec ces machines, on va pouvoir essayer de faire des progrès considérables, parce que les chercheurs, à une époque, ont tous des dogmes. Ils ont tous des idées préconçues sur les directions de recherche. Et les machines n'ont pas de dogme. Alors, c'était très intéressant parce que, à l'époque, j'étais tout jeune, mais je lui ai expliqué que je ne pensais pas que c'était tout à fait vrai. Que, en réalité, les machines aussi avaient des dogmes, les dogmes que nous mettons dans les machines, que nous mettons à travers ce qu'on appelle la représentation des exemples, c'est-à-dire la façon dont on décrit les choses, qu'on introduit dans les machines, et puis aussi ce qu'on appelle le biais des données. Pourquoi ? Parce que les données, elles ne peuvent pas être totales. Il y a toujours, pour différentes raisons, que certaines données qui vont être enregistrées, et donc ça peut avoir un effet sur le résultat. On donne souvent comme exemple les systèmes de reconnaissance faciale qui sont enregistrés essentiellement sur des caucasiens,
et bien sûr, à ce moment-là, ils reconnaissent très très mal les gens de couleur. Et bien, c'est un peu souvent la question qui se pose. En tout cas, je crois que c'est une question extrêmement intéressante. L'intelligence artificielle peut aider à faire des progrès considérables, mais en même temps, bien sûr, il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle va miraculeusement résoudre tous les problèmes, et en particulier l'apprentissage machine a des limites. Et ces limites, elles tiennent entre autres au fait que, vous savez, que dans la science, il y a des discontinuités, il y a des changements de paradigme, il y a des ruptures épistémologiques. Or ça, aujourd'hui, les techniques d'intelligence artificielle ne permettent pas de les faire automatiquement. Donc ça, c'est le premier, je crois, le premier point important. Et puis, dernier point sur les limites de l'intelligence artificielle, ce sont les limites éthiques. Vous avez vu au début, je suis aussi président du comité d'éthique du CNRS, c'est parce que je me suis rendu compte assez tôt que une utilisation abusive de l'intelligence artificielle peut avoir des effets assez désastreux. Et c'est en particulier, je crois, le cas dans le domaine médical. Alors, première chose, bien sûr, la question de la protection de l'intimité de la vie privée, tout ce qui concerne le patient, les bases de données de patients. On a parlé du RGPD, le règlement de protection des données européen. Alors j'ai mis un point d'interrogation, pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a un compromis qu'il faut avoir entre ce que nous sommes capables de livrer, ce qui, bien sûr, ne porte pas atteinte à la liberté de l'individu, et puis, en même temps, les progrès de la science. Et il ne faudrait pas, bien sûr, que des règlements trop contraignants. Et je pense en particulier à la conclusion de la présentation de M. Mendel tout à l'heure. Il ne faudrait pas que des règlements trop contraignants viennent nous empêcher d'accumuler des données et de faire progresser la science. Donc je crois que ça fait vraiment l'objet, ça doit faire l'objet d'un certain nombre de discussions. Il faut savoir comment procéder pour que on puisse accumuler des données et que ça ne vienne pas pénaliser les individus, que ces données ne soient pas diffusées. Alors pour ça, bien sûr, il y a des travaux, entre autres, sur l'anonymisation, mais ça ne suffit pas, parce que l'anonymisation est très difficile. Enfin, ce sont donc des questions ouvertes. Alors toujours sur les questions d'intimité de la vie privée, j'ai parlé des bases de données de patients, mais il faut parler aussi des objets connectés, des robots de compagnie, des simulateurs cardiaques, des respirateurs artificiels qui diffusent de l'information en permanence, et donc qui peuvent effectivement être problématiques. Deuxième question, la question de la décision. C'est une question essentielle pour le médecin parce que pendant la décision, il y a la question de la responsabilité. Si vous avez des machines qui décident avec statistiquement un meilleur pourcentage de succès que les médecins, les assurances risquent de vous dire il ne faut plus faire confiance aux médecins. Moi, ce que je crois, c'est que il faut que la machine ne se substitue pas à l'homme, mais que la machine soit un partenaire. Ça veut dire que pour ça, il faut que la machine puisse expliquer les décisions pour que ce soit le médecin qui prenne les décisions finales en toute responsabilité. Mais bien sûr, pour cela, nous avons du travail à faire en tant que spécialistes d'intelligence artificielle pour construire ces explications. Ces explications, en réalité, ce sont des petites histoires qui vont relier les descripteurs du patient individuel aux conclusions qu'a pris la machine. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, on parle de transparence. La question de transparence est complexe, mais ça relève de cette question-là. Mais là encore, il y a beaucoup de recherches à faire dans nos laboratoires en intelligence artificielle, bien sûr en collaboration aussi avec des médecins. Ensuite, troisième question, disons, la limite entre la réparation avec toutes les prothèses et puis l'augmentation. Alors ça, ça fait l'objet de pas mal de questionnements que je n'aurai pas le temps de décrire ici. La question de la fracture sociale, il ne faudrait pas, bien sûr, que le coût de ces dispositifs ou le coût des thérapies qui sont actuelles soit tel que seuls certains puissent se les poser, parce que nous aurions à ce moment-là, dans la société, certainement un malaise très fort. Et puis, dernier point, les questions éthiques et épistémologiques qui sont liées à l'apprentissage machine. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'apprentissage machine est en grande partie lié à ce qu'on appelle l'induction. Donc cette induction, je sais plus de... Je crois que j'avais un autre slide qui parlait de ça. Mais enfin, je vais juste dire en conclusion, effectivement, l'apprentissage machine, on a vu que c'est ce qui a permis de remporter des succès incroyables, d'obtenir des très bons résultats, mais en même temps, il y a des limites à l'apprentissage machine. C'est-à-dire qu'il faut que les exemples, on a vu, soient bien collectés. Et puis, on peut avoir des utilisations de l'apprentissage machine qui sont
extrêmement problématique, parce qu'on peut avoir des biais dans l'apprentissage machine, et ça, c'est un très gros problème. Donc, en conclusion, effectivement, je crois que l'intelligence artificielle, les masses de données et l'apprentissage, entre autres, et les autres techniques d'intelligence artificielle, peuvent faire des progrès considérables à la médecine, mais qu'il y a en même temps beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui et beaucoup de limites éthiques liées à l'utilisation de ces techniques. Merci. Merci beaucoup, Jean-Gabriel Ganassia, pour cette brillante présentation qui nous a fait voyager dans le temps, dans l'espace, dans l'imaginaire et dans le concret. Les applications médicales, on les connaît partiellement, parfois intuitivement, et là, elles ont le mérite d'être toutes rappelées, de nous projeter. Alors, il nous reste quelques minutes, puisque nous avons pu recoller au temps, et c'est tant mieux. Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Ganassia sur cette vision très large, historique, jusqu'aux enjeux du futur de l'intelligence artificielle? Oui, bonjour. J'aimerais savoir ce que vous pensez du point de vue d'Elon Musk, comme quoi l'intelligence artificielle fait courir des dangers majeurs à l'humanité. Alors, je pourrais en parler assez longuement, puisque j'ai justement consacré un petit livre à ces questions-là. Je crois qu'il faut analyser de façon précise les arguments qui sont ceux employés par Elon Musk ou par d'autres, par exemple Ray Kurzweil ou d'autres personnes, pour justifier leurs allégations, parce qu'il ne suffit pas de dire l'intelligence artificielle est dangereuse. Or, ces arguments, si on les analyse de près, sont du point de vue scientifique tout à fait discutables. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un scénario qui ne pourra pas se produire, mais ça veut dire que aujourd'hui, nous n'avons aucun élément qui nous laisse entendre que ce scénario est plus vraisemblable que d'autres scénarios. Alors moi, maintenant, les hypothèses, c'est quoi? Les hypothèses, il y a deux hypothèses. La première, c'est que l'intelligence des machines augmente de façon exponentielle. Mais en fait, ils assimilent la vitesse des processeurs et l'intelligence, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et d'autre part, on n'est pas certain que ça continue à progresser de façon exponentielle. Puis la deuxième justification, c'est que les machines deviennent plus savantes que nous, puisqu'elles apprennent. Et comme j'ai essayé de le dire de façon peut-être un peu allusive, vous savez bien que le progrès des connaissances n'est pas continu. Ce n'est pas simplement une accumulation. Tout à l'heure, nous avions une belle photo d'Einstein qui a été présentée. Et vous savez que justement, il y a des fous comme Einstein qui tout d'un coup renversent complètement la façon dont on conceptualise les choses pour découvrir tout d'un coup de nouvelles approches, de nouveaux paradigmes. Et bien sûr, ça, pour l'instant, les techniques d'apprentissage machine ne sont absolument pas capables d'atteindre ce type de... Et la serendipity, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait faire œuvre de serendipity? Ça peut être le cas, mais même chose, on a un certain nombre de limites. Oui, enfin, on peut imaginer de temps en temps que l'intelligence artificielle peut aider à découvrir des choses qui seraient plutôt le fruit du hasard. Mais c'est, je crois, extrêmement hasardeux d'affirmer qu'il en sera toujours ainsi. Très bien. Autre question. Oui. Bonjour. Vous avez, pour rebondir sur ce que vous venez de dire à propos d'Einstein et de la recherche, mais dans le domaine précis du diagnostic médical, en tant qu'application de l'intelligence artificielle, actuellement, la question essentielle qui se pose, c'est comment faire rentrer dans l'interprétation aidée, assistée par l'intelligence artificielle, des données extrêmement hétérogènes entre elles, imagerie, biomarqueurs, séquençage, etc. Quelle est votre optique là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? Alors, première chose, je vous remercie de votre question. Vous vous souvenez, je vous ai dit que je travaillais justement sur la polysomnographie avec cette idée de fusion symbolique des données. C'est, je crois, une des approches. C'est-à-dire que justement, on ne doit pas restreindre l'intelligence artificielle à simplement l'interprétation de données structurées. Vous voyez, l'apprentissage profond donne des résultats extraordinaires sur un type de données particulier, pas sur tous les types de données. Ce sont des données non structurées. C'est ce qui se passe avec une image ou avec de la parole. Sur des données structurées, on a aussi d'autres techniques d'intelligence artificielle qui donnent de très bons résultats, mais qui ne sont pas tout à fait celles-là. Et puis enfin, lorsque nous avons des données qui sont extrêmement disparates, à ce moment, je pense que c'est encore d'autres techniques, mais je crois que tout ça, c'est encore en train de se réaliser dans nos laboratoires. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de perspectives passionnantes qui s'ouvrent à nous en intelligence artificielle et en intelligence artificielle en coopération avec d'autres disciplines scientifiques. Moi je travaille sur les humanités numériques, mais je pense que dans le domaine médical et dans le domaine biologique il y a aussi beaucoup de choses. Et d'ailleurs il y a pas mal de gens dans nos universités qui travaillent
en interface entre la biologie, la médecine et l'intelligence artificielle. Alors d'autres questions, juste un mot. Vous parliez de diagnostic et de biologie. Les radiologues, certains se sentent menacés si on est capable, avec des photos de mélanome, et je ne parle pas du reste, de faire leur boulot. Est-ce que vraiment la profession de radiologue est menacée? Certains en parlent. Oui, je sais que beaucoup de radiologues en parlent. Moi, justement, souvent quand on parle de robots ou d'intelligence artificielle, on nous dit attention, hein, les activités humaines vont être supprimées. Alors moi, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Il me semble qu'un métier, ce sont différentes tâches. Et certaines tâches peuvent être automatisées, mais ensuite, il faut être capable de mettre en œuvre ces automatismes, et puis il y a d'autres tâches qui ne seront pas automatisées. Je prends l'exemple du mélanome. Est-ce que le dermatologue peut se sentir menacé par ce type de dispositif? Pas du tout, au contraire, parce que ça va permettre une meilleure prévention des mélanomes. De toute façon, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tous de prévenir et de voir tout le monde. En revanche, hein, si il y a une réflexion générale sur la façon dont on peut faire de façon systématique un dépistage, ensuite le médecin devra prendre en charge les mélanomes. De même pour les radiologues, moi je crois qu'il y a encore certainement beaucoup de choses à faire, parce que le travail du radiologue, c'est quand même un travail d'interprétation assez fin, et donc la machine peut aider, peut souligner un certain nombre d'éléments sur l'image, mais ensuite, il restera encore, je crois, à interpréter l'image elle-même. Très bien, c'est optimiste. Oui. Monsieur Ganassia, une question. Votre exposé était passionnant. L'IA, c'est une technologie de rupture. Elle progresse à pas de géant, on le voit bien. Quels sont, selon vous, les facteurs clés qui pourraient favoriser l'adoption de l'IA parmi la population des médecins et des soignants? Je vous remercie. Alors, première chose, je crois que effectivement, l'intelligence artificielle a fait pas mal de progrès, donc on en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais il faut bien comprendre, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon exposé, que ce n'est pas une discipline très neuve, enfin elle est récente comparée à la physique, comparée à la médecine même, mais il y a un travail continu qui est fait. Alors ensuite, bien sûr, comment faire pour que ça s'intègre à la pratique médicale? Je crois d'abord qu'il faut que les médecins n'aient pas trop peur, première chose. Il faut aussi peut-être justement comprendre que l'intelligence artificielle peut aider les médecins à rester médecins. En particulier, les médecins libéraux ont à faire énormément de tâches administratives. Ils sont épuisés par les tâches administratives. Et donc, si on pouvait utiliser l'intelligence artificielle, peut-être pas pour faire de la médecine, mais déjà pour automatiser toutes ces tâches administratives, ça leur permettrait d'être plus médecins. Et puis ensuite, je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est pas une machine autonome. On peut faire des machines autonomes, encore qu'on puisse en discuter. Mais ce qui importe, c'est que la machine soit un partenaire. Et justement, je crois que l'intelligence artificielle pourra être extrêmement utile en tant que partenaire. Par exemple, pour aider un médecin à aller sur la littérature qui concerne une question précise, je crois que ce sera quelque chose d'extrêmement précieux, pour donner des éléments d'information, et puis éventuellement pour aider à faire un diagnostic, à condition, bien sûr, que ce ne soit pas une boîte noire qui donne un résultat unique auquel il faut absolument se conformer, mais qui aide, qui suggère un certain nombre de choses et qui lui permettent de s'améliorer. C'est qu'en donnant des explications, le médecin pourra ensuite, dans les cas qui suivront, avoir un meilleur diagnostic lui-même. Une dernière question et puis on enchaîne. Oui, monsieur Ganassia, ma question rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, mais on sent en France une espèce de défiance vis-à-vis de la part de la société, vis-à-vis de l'intelligence artificielle qui est perçue soit comme une espèce d'espion souterrain mal identifié, soit comme un destructeur d'emplois, comme ça vient d'être dit. Alors, et on l'a vu ce matin avec monsieur Mandel qui a parlé à propos de l'attitude du CCNE, justement, qui a été, donc il considère qu'elle pénalise d'une certaine manière la recherche française, puisqu'elle met des barrières qui n'existent pas dans d'autres pays. Donc voilà. Alors, est-ce que, en tant que chercheur, comment vous jugez ce phénomène? Est-ce que le CCNE, précisément, on l'a vu également si on se réfère à ce qui s'est passé sur les cellules souches il y a quelques années, les chercheurs français se plaignaient d'une législation beaucoup trop dure par rapport à encore une fois, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, comment vous jugez ce problème et dans quelle mesure le CCNE peut encadrer les recherches sur l'intelligence artificielle? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, bien évidemment, de pénaliser la recherche française et indirectement l'industrie française qui est en aval de la recherche? Merci beaucoup. Donc, CCNE, Comité consultatif national d'éthique, pour mémoire.
Oui, je crois que d'un côté, bien sûr, il y a les avancées prodigieuses de l'intelligence artificielle. D'un autre côté, il y a les questions éthiques que j'ai évoquées dans mon dernier transparent, qui font qu'il faut faire en sorte que pour que ces technologies soient acceptées par l'ensemble de la population, il faut qu'elles soient en phase. C'est que l'éthique, c'est la science qui réfléchit sur la morale, les mœurs. Les mœurs sont les usages. Et donc je crois qu'effectivement, il faut qu'il y ait des discussions collectives dans l'ensemble de la société pour savoir ce que nous voulons de la société de demain. Quelles sont les choses que nous acceptons et quelles sont les choses que nous n'acceptons pas. Et je pense que le CCNE, plus exactement, les lois de bioéthique qui vont certainement être révisées dans les mois qui viennent, permettront de mettre en phase la société et les progrès scientifiques. Et je crois que s'il n'y a pas cette réflexion collective, nous aurons un rejet. Et pour que nous n'ayons pas rejet, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait cet échange. Mais je suis d'accord avec vous, il faut en même temps expliquer à la population les nécessités de la science et les besoins de la science. Et ensuite, je crois qu'il y a des compromis à faire. Souvent, j'utilise un terme un peu bizarre, le terme de trilemme. Vous savez, il y a des dilemmes éthiques et des trilemmes. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un trilemme en sens où il y a une tension entre trois exigences qui sont à la fois complémentaires, toutes légitimes et en tension les unes avec les autres, contradictoires. La première, c'est la protection de la vie privée. Nous sommes dans les sociétés individualistes et on voudrait que ce qui nous concerne ne soit pas divulgué n'importe comment. Et on conçoit bien sûr les risques. C'est que, par exemple en Chine, on vous dit, vous avez un score, nous n'acceptons pas ce genre de choses. Et puis d'un autre côté, le deuxième terme, c'est la sécurité. On veut plus de sécurité, par exemple vis-à-vis du terrorisme, mais aussi plus de sécurité vis-à-vis de notre santé. Mais pour ça, bien sûr, il faut accepter de donner un certain nombre d'informations de sa personne. Il faut donner des informations, d'abord parce que si on veut que la médecine fasse des progrès, il faut qu'un certain nombre d'informations individuelles soient utilisées par des chercheurs, mais avec des garanties, bien sûr. Et puis d'autre part, il faut que des informations personnelles soient disponibles si jamais on a un accident pour qu'on sache quelles sont nos contre-indications. Donc il y a une tension entre les deux. Même chose, vous voyez, sur l'aspect politique. Quand vous rentrez dans un bâtiment public, vous acceptez qu'on ouvre votre sac, même si ça fait intrusion dans votre vie privée, parce que vous pensez que c'est bon pour votre sécurité. Puis troisième terme, qui est extrêmement employé de façon positive aujourd'hui, c'est la notion de transparence. Nous souhaitons que tout soit transparent. Mais en même temps, la transparence, c'est totalement antinomique avec la protection de la vie privée. Donc il faut qu'on sache ce qu'on veut. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'un ou l'autre, mais je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. De même, la transparence totale nous mettrait en danger pour différentes raisons. Et donc je crois que la société qui est en train de se mettre en place avec le numérique change énormément. Et cette société, il va falloir qu'elle se donne des règles, mais des règles qui soient consensuelles. Et c'est ça, je crois, qu'il faut essayer de bâtir, entre autres avec le CCNE et avec d'autres institutions, mais aussi avec l'ensemble de la population, pour leur expliquer pourquoi on a besoin des données individuelles, et pour leur dire, bien sûr, ça fait partie, mais bien sûr, on ne va pas les utiliser n'importe comment, et je crois que c'est ça, tout le travail que nous avons à faire. Merci beaucoup, Jean-Brieuc Ganassia, pour votre participation, ces explications passionnantes.